Franc-maçon, ex-agent de la DGSE et contrat d'assassinat, je te raconte l'histoire de l'ancienne loge maçonnique à Tanor. À partir de ce lundi 30 mars, 22 accusés comparaissent devant la cour d'assises de Paris. Ils sont soupçonnés de meurtre, tentative de meurtre, violence aggravée et association de malfaiteurs. Au cœur de l'affaire, une ancienne loge maçonnique des Hauts-de-Seine appelée Atanor. À la base, une loge maçonnique, c'est un groupe discret de personnes liées par un serment, appelé les francs-maçons, qui se retrouvent pour évoquer et agir sur certains sujets sociaux, politiques, économiques ou culturels. Sauf qu'ici, la loge maçonnique aurait servi de réseau criminel. En fait, l'affaire éclate le 24 juillet 2020 à Créteil. Ce jour-là, un homme qui emmène sa fille à la crèche remarque une voiture suspecte. À l'intérieur, deux hommes avec des casquettes, des gants et des oreillettes qui font semblant de dormir. Il décide d'appeler la police. Quand les policiers interviennent, ils découvrent un véhicule volé, maquillé avec une fausse plaque, mais aussi un tracker, un téléphone discret, un silencieux artisanal fait de paquets de compotes vides et une arme de poing. Tout laisse donc penser à une opération préparée. Les deux hommes interpellés affirment être agents de la DGSE et disent être là pour une mission homo, c'est-à-dire une mission d'élimination ciblée. Et leur cible, c'est Marie-Hélène Dini, qu'ils décrivent comme une agente du Mossad. La DGSE confirme alors que ces deux hommes sont bien membres du service, mais qu'ils sont affectés à des missions de protection et qu'ils n'ont jamais été envoyés en opération. Les enquêteurs se rendent rapidement compte que Marie-Hélène Dini, qui allait être tuée devant chez elle, n'a aucun lien avec le Mossad. Il s'agit d'une entrepreneuse spécialisée dans le coaching en entreprise. En fait, selon l'enquête, tout partirait d'un conflit professionnel. Jean-Luc Bagur, vénérable maître de la loge Atanor, est lui aussi entrepreneur dans le coaching. Concurrent de Marie-Hélène Dini, il aurait demandé à se débarrasser d'elle pour environ 70 000 €. Pour cela, il se serait appuyé sur un système déjà en place au sein de la loge maçonnique de putos organisant des opérations illégales à des fins privées. À la tête de ce réseau, Frédéric Vaglio, vénérable frère de la loge, qui proposerait des services à des clients confrontés à des litiges personnels, et Daniel Beaulieu, ancien de la DGSI, qui organiserait les opérations. Ce dernier inventerait des faux scénarios pour masquer les intérêts privés des clients et faire passer ses actions pour des vraies missions commanditées par l'État, mais hors de tout cadre officiel. Par exemple, ici, faire croire qu'une entrepreneuse est en fait une espionne étrangère qui doit être éliminée. Daniel Beaulieu confierait ensuite la mission à un intermédiaire, Sébastien Leroy, chargé de recruter des exécutants. Pour la mission visant Marie-Hélène Dini, Sébastien Leroy aurait ainsi recruté des agents de la DGSE, frustrés de les former sur le terrain et attirés par l'idée de servir l'État clandestinement. Les deux espions croyaient ainsi éliminer une agente du Mossad alors qu'ils ciblaient en fait une entrepreneuse. Ce n'est pas la première fois que cette loge maçonnique est suspectée d'avoir mis en place des projets d'assassinat. La justice les soupçonne d'être derrière l'assassinat de Laurent Pasquali, dont le corps a été retrouvé enterré dans un sous-bois en Haute-Loire. Il s'agirait là encore à la base d'un litige privé. Un couple qui avait prêté de l'argent à Pasquali aurait cherché à récupérer sa dette. Selon certains éléments du dossier, la mission de surveillance aurait basculé en assassinat à cause de problèmes de communication entre les membres de l'organisation. En plus des projets d'assassinat, au moins 3 donc, les policiers découvrent que ce réseau est soupçonné d'avoir mené d'autres opérations ces dernières années: surveillance, intimidation, vol, agression et incendie. Le procès au cours duquel 13 accusés encourent la prison à perpétuité s'ouvre donc ce lundi 30 mars à Paris. Il devrait durer 3 mois.